Hop, et hop, et hop. Et c'est tout bon, je pense. Bon, allez. Bonjour à tous et bienvenue dans le sommet des entrepreneurs engagés. C'est l'édition numéro 2 autour du thème du syndrome de l'imposteur. Donc, je me présente, je m'appelle Corinne Wynne et je suis coach, mais aussi thérapeute. Et ma mission est d'accompagner celles et ceux qui veulent s'affranchir profondément des cases dans lesquelles ils se sont peut-être enfermés et qui veulent retrouver leur alignement en connectant avec leur mission de vie, avec ce qui leur fait profondément vibrer pour pouvoir incarner l'entrepreneur engagé qui est en eux. Pour cette deuxième masterclass de la journée, j'ai le plaisir d'accueillir Maïlan Ripoche. Maïlan est coach en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans, conférencière et danse thérapeute. Elle aide les hommes et les femmes à danser avec la vie, à être libres, à s'aligner dans toutes les sphères de leur vie grâce à ses accompagnements individuels, ses formations en ligne et aussi ses stages. Aujourd'hui, avec Maïlan, on va danser avec son syndrome de l'imposteur. Bonjour Maïlan. Coucou Corinne, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. J'en dis pas plus. Je te laisse la scène, je te laisse la main. Et puis, dis-nous un petit peu, lorsque je t'ai contacté pour justement ce sommet des entrepreneurs engagés autour du thème du syndrome de l'imposteur, pourquoi ce titre-là, Danser avec ce syndrome de l'imposteur, t'est venu? Tout simplement parce que, comme tu l'as mentionné, alors officiellement, voilà, on est direct dans le sujet, c'est que j'ai osé mettre comme titre danse thérapeute Hmm. alors que je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas encore certifiée. C'est officiellement, je le serai dans un an. Et donc, voilà, on est pile dans le sujet. J'ai eu le culot de dire, en tout cas, de m'afficher comme ça depuis quelques mois maintenant, parce que je me suis dit, quand on me demande à chaque fois de me présenter, je dis coach en développement personnel, coach de vie, conférencière, ok, mais la danse dans tout ça, je le mets où en fait? Et aujourd'hui, c'est 80% de ce que je fais, en fait, c'est la danse thérapie. Et donc, je me suis dit, on va appeler un chat. Et au moins, dans ce thérapeute, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Donc, euh, donc voilà, déjà pour introduire le sujet. Et forcément, il y a une part quand même du syndrome de l'imposteur, des fois qui peut un peu pointer son nez en disant, mais t'as pas le diplôme officiellement. Oui, t'es pas... Enfin, officiellement. Ça veut dire quoi officiellement? Mais bon, Ouais. j'allais dire officiellement, tu n'es pas reconnu comme ça. En tout cas, tu n'as pas le petit papier avec marqué félicitations, Maïlan Ripoche, danse thérapeute. Mais je me suis dit, en tout cas, ça m'a demandé un cap à Hmm. passer, d'assumer ce titre-là, même si j'ai pas le diplôme officiel encore aujourd'hui, parce que justement, pour moi, euh, c'est avant tout se sentir légitime. Et Hmm. on va, j'imagine, en parler pendant l'interview. Mais pour moi, la légitimité, elle ne s'acquiert pas avec un diplôme, mais avec l'expérience. Et je crois que j'ai suffisamment d'expérience, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas déjà en tant que coach, pour accompagner les gens dans le mouvement libre. Et donc, danser son syndrome de l'imposteur, la danse, le syndrome de l'imposteur, je me dis, bah oui, en fait, c'est ça. Et enfin, voilà, c'est clairement le titre, il m'a paru évident. Et puis, et en plus, pour moi, c'est comme ça qu'on dépasse le syndrome de l'imposteur. C'est pas en souhaitant le supprimer, mais au contraire, danser avec. Et presque, on Excellente. pourrait s'arrêter là. Ça y est, Voilà, la merci, au masterclass est revoir. finie. Merci. Bonne journée à tous. Mais complètement. Alors, je te rejoins et je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui vont nous rejoindre un peu dans cette mouvance au lieu de d'effacer ou enlever les peurs, faire sauter les peurs. C'est pas quelque chose, entre guillemets, à faire, mais justement d'embrasser, de danser avec, de vivre avec, etc., etc. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours personnel pour arriver, entre guillemets, à aujourd'hui coach, danse thérapeute, conférencière? Est-ce que, entre guillemets, tu es né avec tout ça? Parce que c'est souvent ce qu'on dit, c'est ben non, je ne l'ai pas fait, donc on a ce sentiment d'imposture, on a l'impression de ne pas être légitime, etc. Entre guillemets, c'est pour ça que je provoque un peu. Est-ce que tu es née en étant conférencière, coach, danse thérapeute? Quel est ton parcours finalement? Oui, écoute, je suis née talentueuse.
Et ça a été Ça, fluide. aucun doute. Voilà. C'était fluide du début à la fin. Voilà. Tout est tapis rouge depuis le début. Aucun doute dans ta vie. Voilà. Non, jamais. Voilà. Bah non, du coup, pas du tout. Bah, comme vous pouvez vous en douter ou pas, hein, parce que justement, il y a encore des personnes souvent qui sont étonnées des parcours qu'on peut avoir les uns les autres. Et non, justement. Et moi, personnellement, comme la vie est pleine d'humour avec moi, souvent, en fait, mes plus grandes difficultés d'hier sont devenues mes plus grandes forces d'aujourd'hui. Donc, justement, j'étais juste à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui, en tout cas de ce que je fais aujourd'hui, et même de ce que je suis. Euh, et donc, ben, forcément, pas du tout. Et donc, en résumé, donc mon chemin, alors ça, je m'en suis souvenue il n'y a pas très très longtemps, mais le tout premier métier que je voulais faire, c'était danseuse à la télé. Excellent, excellent. Donc, déjà, il y avait le côté j'aime la scène Hmm. et j'aime danser. Et puis bon, voilà, je veux dire, c'est un rêve de petite fille, comme j'imagine beaucoup. Mais voilà, moi, je voulais pas être la chanteuse, je voulais être la danseuse derrière le chanteur. Et donc, en tout cas, je m'en souviens que c'était vraiment la première chose que je voulais devenir. C'était le premier métier que je voulais faire, danseuse à la télé. Et puis, voilà, le temps passant, je suis passée à autre chose, en fait. Et d'ailleurs, Hmm. j'ai fait de la danse, je crois que j'ai fait 3 ans de moderne jazz de 8 à 11 ans. C'est tout. Euh, j'ai dû faire 1 an de danse classique à l'âge de 6 ans. Et après, il y a eu un gros gap avec l'athlétisme pendant plusieurs années en compétition. Après, comme j'ai un côté compétitrice, enfin, j'aime la compétition, enfin, j'aimais la compétition. Du coup, quand j'ai arrêté de gagner, je me suis dit, OK, j'arrête. Donc, je suis passée aux arts martiaux pendant 10 ans, donc le kung-fu. Là, pareil, il y a une bascule à ce moment-là dans ma vie. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, après, j'ai fait un peu de salsa. J'ai pris des cours, 2, 3 cours, mais vraiment, voilà, en tout cas, la danse faisait pas du tout partie de ma vie. C'était anecdotique. En tout cas, j'ai toujours aimé danser, mais je dansais pas spécialement. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, rien de particulier. Et puis, donc, j'ai fait des études dans la communication. Donc, j'ai eu un premier et un dernier CDI en tant que chargée d'études RH. Et ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que pendant mes études en communication, la dernière année de mes études, j'ai rencontré un intervenant extérieur qui nous donnait des cours en ressources humaines et qui se trouve était aussi coach. Et j'avais jamais entendu parler de ce métier de ma vie. Et quand il en a parlé, j'ai eu la révélation. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Je savais que j'ai toujours su que je voulais aider les autres. Je ne savais pas comment. Je pensais que c'était dans le social, mais je sentais que c'était pas tout à fait ça. Je me suis dit peut-être l'humanitaire, mais je sentais que c'était pas tout à fait ça. Et puis du coup, quand j'ai entendu parler de ce métier, pour moi, c'était une évidence que c'était ça. Donc, à la fin de mes études, dès que j'ai décroché mon premier CDI, en parallèle, en fait, je me suis formée à la PNL, au coaching, à la communication non violente. Enfin, j'ai jamais arrêté de me former, en fait, jusqu'en 2016 où j'ai fait le grand saut, parce qu'en fait, euh, pour revenir un peu sur le sujet du syndrome de l'imposteur, j'ai été diplômée coach à l'âge de 25 ans. Hmm. Donc, comment vous dire que, en plus, c'était donc à 25 ans, donc j'en ai 37, donc ça fait 12 ans. Euh, et donc, il y a 12 ans, c'était encore rare. En tout cas, aujourd'hui, des coachs à 25 ans, maintenant, ça étonne plus personne. Mais il y a 12 ans, pour moi, c'était hier, mais ça passe quand même vite. Il y a une décennie déjà. J'étais toujours la plus jeune, en Hmm. fait, dans les groupes de formation. J'ai toujours été la plus jeune. Ou oui, quasiment tout le temps la plus jeune. Et donc, quand j'ai été fraîchement diplômée et que pleine d'entrain et d'enthousiasme, je contacte les associations officielles de coaching pour faire du coaching bénévole, pour pouvoir m'entraîner et me sentir légitime. Parce que même à 25 ans, quand tu as un diplôme,
heureusement, enfin, en tout cas, justement, à ce moment-là, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à 25 ans, j'avais besoin de me rassurer avec un diplôme et même au-delà du diplôme, bah, de me sentir compétente et Mhm. donc de me former sérieusement. Donc, j'ai fait 2 écoles de coaching différentes pour pouvoir avoir une base solide pour pouvoir accompagner les autres. Donc, c'est pas genre, voilà, j'y vais comme ça au nez, comme ça, tiens, j'ai envie d'être coach à 25 ans, ça y est, je suis coach. Non, je me suis formée. Sauf que bah, même avec le diplôme, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas ça qui nous rend légitime, c'est que bah, je me sentais pas légitime. Enfin, en tout cas, j'avais du mal. Il y avait ce syndrome de l'imposteur de je suis jeune et on me l'a bien renvoyé dans la Mhm. face aussi. Et là, je parle même de certains confrères et consoeurs qui m'ont, voilà, en fait, qui, alors certains avec un peu de la tendresse, tu vois, Mhm. en disant oui, bah, c'est super, Mylan, mais le message c'était un peu, voilà, reviens dans 10 ans, hein, quand tu seras un peu plus mûr, voilà. Et puis ça, une fois, deux fois, trois fois, on te renvoie ça quand même, donc ça fait un peu mal. Et puis des trucs moins sympas aussi ou une coach qui avait commencé à me coacher. Finalement, j'ai arrêté. Bon, j'ai arrêté au bout de 2 séances parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me fais coacher? J'ai pas d'objectif précis. En fait, je voulais me faire coacher pour savoir ce que c'était que être client. En fait, je Ouais. voulais me mettre à la place d'un client et puis bah, me faire coacher, en fait, pour vivre un coaching de l'intérieur. Et puis, bon, voilà, j'avais 25 ans, donc j'étais encore toute innocente, naïve, je ne connaissais pas, enfin, voilà, donc j'avais zéro arrière-pensée. Et donc, je lui écris pour lui dire que finalement, je souhaite arrêter le coaching, mais que j'aimerais avoir un peu, j'aimerais connaître un petit peu son parcours pour pouvoir m'en inspirer, pour voilà, savoir le parcours des coachs. Alors, elle a dû le prendre comme une attaque personnelle, j'imagine, parce que sa réponse, ça a été, je m'en souviendrai toute ma vie. Bonjour Maïlan, donc c'était par mail. Je suis diplômée et certifiée d'une école mondialement reconnue en coaching clinique ou je ne sais pas quoi. Je ne connais aucun coach sans exception qui n'ait été dirigeant ou co-dirigeant d'une grande entreprise internationale. Bonne continuation. Très bien. Passe ça dans la tronche. Et là, bah, je me suis effondrée et je me suis dit, waouh, je me suis pris ça mais en plein ventre. Et autant j'ai beaucoup manqué de confiance en moi, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi, franchement, ça m'a fait mal. Et pourtant, il y a un truc qui me disait, t'es faite pour ça, continue, c'est pas grave. Euh, en tout cas, ça n'a pas suffi à détruire ma motivation, euh, cette vocation, parce que je l'ai vraiment Mhm. ressenti comme ça. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, tu vois, c'est que parce qu'il y a des gens qui voient un peu tout comme des signes. Alors, si elle m'a dit ça, c'est que c'est un signe, donc je ne dois pas y aller. Mais au contraire, c'est aussi un test. Il y a aussi beaucoup de tests sur où est-ce que j'en suis de mon engagement envers moi-même, de ma motivation, de mon rêve. Et est-ce que c'est une personne, enfin, j'en ai eu plusieurs comme ça, mais qui va m'arrêter. Et il y avait vraiment quelque chose, même si en surface, j'étais franchement détruite, j'en ai pleuré. Euh, J'étais ouais, profondément blessée. Et en même temps, il y a quelque chose qui me disait, c'est pas grave, trace ta route, continue. Un jour, tu trouveras quelqu'un qui te fera confiance. Et donc voilà, j'ai persévéré. Pareil, il y a eu un... Donc je me suis dit, bon, je suis un peu jeune pour être coach à temps plein. Et autour de moi, je voyais aucun coach qui vivait 100% de son activité. Donc je me suis dit, t'as 25 balais. Donc, enfin, là, ouais, là, j'avais un peu plus. Donc, ça, c'était sur plusieurs années. Donc, j'en avais peut-être 28, 29. Autour de moi, les coachs qui ont 40, 50, eh ben, ils ont au moins une double activité. Donc, c'est une activité qu'ils ont à temps partiel ou ils sont aussi formateurs en entreprise. Donc, je vais être formatrice en entreprise. Mhm. Donc, j'ai commencé à postuler pour être formatrice en entreprise. Et parce que je me suis dit, bon, bah voilà, stratégiquement,
il faut que je ne mette pas tous mes œufs dans le même panier. Donc, et j'aime transmettre parce qu'après, je me suis aussi formée pour être formatrice. Mhm. Et donc, j'ai découvert que j'adorais transmettre, contrairement à ce que je pensais, et que j'aimais parler en public alors que j'ai toujours été hyper timide. En classe, je pouvais même pas lever le doigt. Quoi, voilà. Mais en fait, l'envie de transmettre était plus forte. Et c'est ça aussi que j'ai envie de souligner, c'est que euh, c'est important en fait, de faire les choses malgré la peur. Mhm. Et donc, moi, j'avais peur de parler en public, mais mon envie de transmettre était plus forte que la peur. Et donc, j'ai pas attendu de ne plus avoir peur pour commencer à animer des ateliers bénévolement dans des associations, mais j'y suis allée malgré la peur. Donc, j'avais toujours peur, j'avais toujours le trac. Même aujourd'hui, quand je dois donner une conférence, j'ai toujours le trac, j'ai juste envie de crever avant de monter sur scène. Mais, mais je le fais parce que mon envie de transmettre euh, est plus forte, en Mhm. fait. Et donc je postule dans des instituts de formation. Et là, donc je passe un entretien où on est une dizaine de coachs et on doit passer un par un devant un jury pendant 20 minutes et devant les autres coachs aussi. Donc on est tous ensemble, on passe une Mhm. journée de recrutement ensemble et on doit passer 20 minutes donc devant le groupe et donner un extrait de formation sur le thème qu'on veut. Et moi, je choisis de faire 20 minutes sur la méditation de pleine conscience. Et à la fin de ma prestation, le recruteur, il est en larmes et je vois deux, trois de mes confrères qui hyper émus. Et là, je me dis, c'est bon, c'est dans la poche. Et Bingo. il me dit, voilà, vous aurez les résultats la semaine prochaine, je vous appellerai. Et donc, il m'appelle une semaine plus tard. Et puis, donc là, je me suis dit, ouais, c'est cool et tout. Ça y est, je vais enfin démarrer ma carrière de formatrice en gestion du stress en entreprise, parce que c'était le plan. Et puis il me dit, voilà Maïlan, j'ai un souci. Il me dit, tu m'as émue, vraiment tu m'as touchée humainement de par ta prestation la semaine dernière. Il n'y a aucun doute que tu es faite pour ça, mais je ne vais pas pouvoir te prendre. Tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Et là, il me dit, voilà, en fait, c'est parce que tu es trop bienveillante Ah non. Ah, pour le milieu de l'entreprise. Et là, j'étais là, vous pouvez répéter la question? ah la vache. Ah Et, ouais. et là, il me dit, ouais, il me dit, je suis désolée, mais si je t'accepte, je t'envoie dans la fosse aux lions. Et je peux te dire que mes clients, ils sont pas faciles. C'est des managers, c'est des hommes. Et si une voit une petite jeune comme toi, il me dit, tu es pleine de talent. Et si franchement je te prends, ça va te, ils vont te bousiller. Et vraiment, prends-le comme un cadeau. Mais je peux pas te prendre parce que tu corresponds pas au profil en fait qui correspond à voilà aux besoins aujourd'hui de l'entreprise. Et je suis désolée de te le dire comme ça, mais tu es trop bienveillante pour l'entreprise. Et là, j'étais d'accord. Ok, je digère. Ouais, Ok, tu merci. m'étonnes. Donc, je pleure pendant 3 jours et je me dis, ok, bon, bah, ça sera avec quelqu'un d'autre. Donc, je repostule dans un autre institut de formation. Et là, pareil. Donc là, c'était plus court, l'entretien. Voilà, ça se passe super bien. Il me rappelle l'après-midi. Voilà, mademoiselle, j'ai un problème. Je vais pas pouvoir vous prendre parce que, bah, en fait, vous êtes, comment dire, trop bienveillante pour l'entreprise. Et là, j'étais là, où est la caméra cachée? Où est la caméra? Qui me fait une blague? Voilà, où est la caméra? C'est pas possible. Et là, je me dis, waouh. Ah ouais. Euh, Et donc là, je repleure pendant 3 jours parce que ce que j'ai pas précisé, c'est juste que ça faisait 3 ans que je postulais dans tous les instituts de formation de Paris, les cabinets de reconversion professionnelle. J'ai même postulé chez Pôle emploi pour vous dire à quel point j'étais désespérée.
pour être conseillère en bilan de compétences, etc. Et à chaque fois, je passais toutes les étapes et au dernier moment, on me disait non, ça ne va pas vous plaire, non, on pense que vous n'allez pas rester. Je disais, ah, mais si, je vais rester, mais si, je veux. Et voilà. Et merci l'univers d'avoir fermé ces portes-là, parce que là, en fait, je suis arrivée au bout du bout, et là, je me suis dit, OK, c'est quoi le message? Parce que là, pour le coup, c'est pas un manque de Il y en avait persévérance, beaucoup, ouais. parce que là, je pense que j'ai tout essayé, hein. Et, et du coup, je me suis posée et je suis partie au Mexique où j'ai vécu une expérience euh, mystique, on va dire là-bas, qui n'est pas prévu, qui m'a un peu tombée dessus. Et en rentrant de vacances, je sens que c'est le moment d'arrêter de faire le grand écart, parce que comme dirait Alexandre Jolien, à force de faire le grand écart, ça fait mal aux cuisses. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'essayais de faire le grand écart entre un pied dans le salariat et puis un pied dans le Hmm. coaching de vie, voilà. Et là, je sentais que autant avant, j'étais pas prête, j'étais pas mûre. Et là, il y a vraiment, suite à cette expérience, quelque chose qui m'a dit, c'est bon, t'es prête, fais le grand saut. Et là, il y a le mental qui se met en mode PLS, en disant, c'est-à-dire, là concrètement, tu vis pas de ton activité, là tu veux faire le grand saut, comment tu vas faire? Et puis, il y avait vraiment quelque chose de vachement plus profond qui disait, ta gueule, ça va le faire. Et, euh, et c'est ça aussi que souvent que je souligne, c'est cette double voix, Hmm. pas toujours là. En Hmm. fait, si on attend qu'il n'y ait plus de peur, ce que je disais au début, on ne fera jamais rien. C'est comment j'agis malgré la peur, mais avec discernement. Hmm. Ça, c'est hyper important parce que j'ai essayé d'enfoncer les portes parce que j'ai un petit côté guerrière, vous l'avez peut-être compris, euh, qui fait que les années précédentes, j'étais prête à tout plaquer justement pour me lancer à mon compte, voilà, parce que j'ai un côté guerrière justement et impatiente. Et c'était pas le moment, et c'est pour ça que je remercie la vie d'avoir fermé toutes ces portes-là, et notamment heureusement de ne pas avoir tout lâché pour me lancer parce que je me serais vraiment cassé le nez. Là, j'ai vraiment senti il y avait quelque chose de très stable en moi, et c'est peut-être ça que j'ai envie de transmettre. Il y a quelque chose, malgré la peur, malgré justement le mental qui s'agite, voilà, qui a des deux doigts de s'évanouir quand il m'entend dire eh ben, je vais tout quitter, ça y est, c'est le moment. Et en même temps, intérieurement, il y avait vraiment quelque chose voilà, de très stable, de très calme, de très posé, de très ancré, qui me disait t'inquiète, les moyens, t'inquiète pas, ça va le faire. Et donc, je suis allée voir ma boss en rentrant le lundi et je lui ai dit Patricia, je veux démissionner. Ça faisait 7 ans que j'étais dans l'entreprise et j'étais la seule salariée fixe depuis 7 ans. Wow, ok. Donc, voilà, c'était pas juste une salariée Mhm. sur 300 qui se barre. J'étais son pilier. Et donc, et puis, bah, si possible, avec rupture conventionnelle. Donc là, elle me regarde, elle me dit, mais c'est bon, je suis pas Rothschild. Si vous voulez partir, vous partez de votre plein gré, mais moi, je vais pas payer votre départ. Et là, je fais, OK, ça commence. Et il y a vraiment quelque chose qui me disait, persévère, persévère. Enfin, t'inquiète, ça va le faire. Et donc, j'ai pas lâché et on a fini par trouver un compromis pour que je puisse partir avec le chômage pendant 2 ans et elle, voilà, que je puisse avoir le temps de former quelqu'un. Donc, j'ai mis 6 mois à partir, mais j'ai réussi à partir avec mon chômage. Et donc, en 2016, voilà, j'ai fait le grand saut pour être à mon compte aujourd'hui. Voilà, et pendant 2 ans, j'ai eu le temps, même si ça passe très vite, de développer mon activité relativement sereinement. Donc voilà en tout cas mon parcours sur comment j'en suis arrivée là. Et en tout cas, j'ai dû traverser des peurs, j'ai dû traverser mon syndrome de l'imposteur pour être là où j'en suis et justement danser avec. C'est à chaque fois, justement, à chaque période de ta vie où justement il y a eu cette porte qui se ferme ou une petite claque dans la tête en disant c'est pas pour maintenant, etc. Tu parles souvent il y a quelque chose au fond de moi qui me disait non, mais vas-y, continue. Euh, comment, tu vois, parce que
dans les personnes qui vont regarder ce sommet, etc., que ce soit en replay et autres, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question de la reconversion et qui sont tiraillées, on l'est tous et on continue à l'être, tiraillées par ces deux petites voix là, une qui dit jamais, jamais tu ne le feras, et puis l'autre qui dit non mais si, 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 c'est bon, c'est ton chemin, etc. Comment tu fais pour l'écouter de plus en plus, cette petite voix? Parce que souvent on a tendance à, à écouter son mental, ou en tout cas la voix qui nous dit non, non, sécurité, accroche-toi, non, non, ne lâche rien, c'est trop dangereux. Comment tu apprends à écouter cette petite voix à l'intérieur de toi et à danser justement avec la bonne, entre guillemets, la bonne petite voix et pas le mental? Et ben, c'est subtil, mais j'allais dire, pour moi, la première étape, c'est la connaissance de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est discerner. Et j'avoue, c'est pas forcément évident, hein. Aujourd'hui, je suis confrontée à autre chose, justement. Aujourd'hui, voilà, des fois, je sais plus trop qui parle, notamment par rapport à mon déménagement. Je souhaite quitter Marseille aujourd'hui. Et voilà, par rapport au futur lieu qui pourrait m'appeler, je me dis, c'est le mental ou c'est le cœur? Et j'avoue, des fois, la frontière, elle est très, très fine. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment avant tout se connaître et le discernement. Donc, moi, en tout cas, mon indicateur, c'est quand vraiment Déjà, pour moi, c'est essayer de faire le silence intérieur, revenir dans cet espace silencieux, neutre, le plus possible, faire le vide, et vraiment de se poser dans cet espace de silence. Et vraiment, et ensuite, voilà, de s'imaginer dans la situation. Et puis, c'est de discerner les pensées, le mental. Et j'allais dire peut-être la distinction, c'est que le mental va analyser, va argumenter. Le mental est très bruyant. Donc, presque, c'est lui qu'on va entendre le plus parce que c'est la voix la plus forte. Et souvent, on se dit, c'est la voix la plus forte, donc c'est mon âme, donc c'est la voix de mon cœur, c'est mon intuition. Et je dirais que c'est l'inverse. Je crois, en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est là où j'en suis, que la voix de l'intuition, la voix de son âme, moi j'aime bien dire, c'est une voix qui est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète, mais qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable. Ça fait pas le yo-yo émotionnel, l'ascenseur émotionnel, alors que le mental, ça fait oui, non, oui, non, oui, non. Ça fait ça. Alors que, voilà, et c'est pour ça qu'en tout cas, par rapport à ma reconversion, il y avait vraiment ce truc de c'est le moment, point. Il n'y avait pas de ces moments parce que ta 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 ta. Euh, voilà, le fond le plus brillant, c'était le mental. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça, mais comment tu vas vivre? Comment tu vas trouver tes clients? Et comment tu vas faire si tu n'as pas de sous, si elle refuse la nanana? Donc, ça, c'est le mental. Mais au niveau du cœur, au niveau de l'intuition, c'était ne t'inquiète pas, c'est le beau moment, vas-y. En fait, c'est des phrases, même si c'est pas forcément des mots, en tout cas une impression, mais voilà, on va dire des phrases courtes, directes. Ça, ça argumente pas. Et Mm. c'est limpide. Le message, il est limpide, mais il n'y a pas d'argumentation. Et en tout cas, c'est comme ça que je ferai la différence entre ces oui, point. Et justement, ça demande de lâcher prise parce que ça va pas nous dire le comment. En fait, ça nous invite à lâcher prise sur le comment. C'est juste, c'est par là. Oui, mais j'y vais comment? Est-ce que tu es sûr que ça va aller? Et financièrement, et relationnellement, et amoureusement, et comment ça va se faire, nanana? C'est par là. Ok. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça la Ouais. différence entre les deux voies. Alors, j'ai envie de te dire un grand merci parce que on entend lorsque je pose quelquefois cette question, que ce soit en interview, que ce soit durant les sommets, etc., j'ai souvent la réponse de oui, il faut faire ce silence et revenir au corps. C'est ce que tu as fait, mais j'ai trouvé que tu as donné une explication qui est, alors pour moi personnellement, du coup je te remercie pour moi, mais je suis sûre que ça va apporter aux autres, de cette puissance de la voix de l'âme. Parce que oui, en effet,
On a l'impression, de temps en temps, on peut croire ou on peut entendre que la voix de l'âme ou de l'intuition, plutôt de l'intuition ou de l'âme, comme tu le dis, c'est cette voix-là qui va crier plus fort. Et en fait, ce que tu nous as partagé là, moi en tout cas, ça me parle énormément, c'est justement le contraire. C'est non, tout le brouhaha que tu entends, cette voix qui essaye de s'imposer, qui est là, qui crie, etc., c'est en effet plutôt le mental et juste cette petite, et cette notion de vraiment calme et posé, c'est là, je suis là, écoute-moi, je suis là, et c'est exactement comme ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est là, j'ai envie de dire, je te le partage comme ça et je le partage à tout le monde, c'est presque la première fois que l'explication pour moi est aussi claire et aussi facile à comprendre. Donc merci tout simplement, parce que je trouve qu'en effet, c'est pas se battre avec je suis là parce que tu vois, telle raison et là, c'est vraiment, je suis là, c'est peut-être de la pure folie, mais c'est comme ça. Fais-moi confiance. Je suis hyper zen, je suis hyper sereine. Mais c'est vraiment ça. Donc, merci pour cet exemple. Merci pour cette explication qui, je trouve, met vraiment euh, une lumière supplémentaire sur comment s'écouter, comment écouter cette petite voix à l'intérieur de nous et comment savoir si c'est la bonne voix ou pas, entre guillemets. Donc, déjà, merci. Vraiment chouette. Bah, écoute, c'est la première fois que je le dis aussi clairement, donc merci. Bah ouais. Parce que même moi, en le disant, je me dis, mais c'est pas mal en fait. Eh ben, écoute, tout le long, je mais c'est exactement ça. Et sincèrement, je te le dis vraiment sincèrement, c'est-à-dire que c'est la première fois que je trouve que quelqu'un explique cette petite voix avec autant de clarté. C'est cette notion, je suis assis, c'est moi qui dis, je parle pas forcément le plus fort, mais je suis sereine et je suis sûre profondément de ce que je dis. Et c'est cette notion de, quand tu dis, tu vois, je suis calme, c'est là. Et c'est cette notion de je suis sûre que c'est là. Peut-être c'est pas logique, peut-être c'est de la pure folie, peut-être que tu sais pas comment, mais je suis sûre que c'est là. Et je trouve ça hyper bien expliqué. Donc, mille fois merci déjà. D'ailleurs, pour le mental, c'est souvent de la folie, c'est-à-dire que le Mm. message de notre intuition, le message de notre âme, pour le mental, souvent, c'est complètement barré. C'est complètement illogique, irrationnel. Tellement, tellement. C'est pas le moment, c'est pas maintenant, un peu plus tard, t'as pas assez fait de plans, tu sais pas comment, mais complètement. T'as pas de sécurité, il y a plein, plein de choses qui se jouent. Mm. Vas-y. Ah oui, j'allais dire, et à l'inverse, attention aussi, euh, Mm, comment dire, il y a des personnes qui pourraient avoir la tendance inverse mm, c'est bon, je fais confiance à l'univers, j'ai pas de plan, mais j'y vais quand même. Et ça aussi, c'est du mental. mm. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je parle souvent du discernement, qui est très important, parce que, parce que aussi, on peut aussi se casser le nez en pensant écouter la voix de finalement une voix mentale qui se fait passer pour la personne qui lâche prise, qui fait confiance à l'univers, qui suit les signes. Et en fait, c'est une autre voix mentale qui prend une autre forme, qui met le déguisement de la voix de l'âme. Mais au niveau de la vibration, c'est pas la même chose. Yes. Et justement, j'allais rebondir avant que tu continues sur cette autre voie par rapport au discernement. Parce qu'en effet, tu l'as utilisé plusieurs fois, ce mot-là. Pour toi, le discernement, ce serait faire la différence de ces différentes voix. Mais quand la voix, comme tu le dis, est déguisée, comment tu fais le discernement? Comment tu sais que c'est une autre voix déguisée et c'est pas la voix de l'âme? La vibration est différente. Comment tu pourrais l'expliquer encore différemment? Alors, je sais, c'est pas facile, là, comme... Ouais, et ben moi je dirais que là j'ai l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée en coaching il y a quelques Mhm. années qui à chaque nouvelle séance euh, elle avait un nouveau projet et à Mhm. chaque fois c'était c'est bon, j'ai eu la révélation, c'est ça. Et moi, je l'écoutais, je disais, OK, d'accord. Et je la questionnais. Et donc elle m'argumentait à chaque fois sur toutes les raisons qui fait que, bien sûr, c'est évident, son projet de cœur, c'est ça. Et avec beaucoup d'excitation, d'emballement, de joie, d'enthousiasme. Et c'était super. Enfin, et euh, je l'écoutais, j'étais totalement présente à sa joie, à son enthousiasme. Mais j'attendais la séance suivante
parce que, et c'est ce que je lui ai dit, je lui disais, attends un peu pour voir si cette excitation, cette joie tient dans le temps et est-ce qu'elle dure. Et pour moi, c'est, voilà. Et comme souvent on se dit, mais voilà, euh, comme il y a de la joie, comme il y a de l'excitation, et ben c'est ça. Et donc, je vais suivre cette joie, cette excitation. Et justement, je parle bien d'excitation. Et pour moi, peut-être que la différence, elle est là. C'est que, et bien souvent, la séance suivante était, ah merde, en fait, je sais plus. Ouais, je sais pas. Ouais, mais en fait, c'est un peu compliqué. Ouais, mais là, quand même, il y a des freins. Et du coup, voilà, on revenait sur, bah, voilà, s'écouter, s'écouter, s'écouter. Et, euh, et donc, moi, la différence, enfin, en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai pu observer, c'est que, et c'est ce que je suis en train de vivre, moi, par rapport à ma recherche de lieu de vie, c'est qu'il y a eu un endroit où j'ai eu le coup de cœur. Je suis arrivée, je fais, oh purée, ah, j'aime trop, ah, j'adore. Et comme je sais que c'est un peu comme un coup de foudre avec quelqu'un. C'est Mhm. exactement la même chose. Qui n'a pas vécu ça de c'est l'homme de ma vie, il est tellement exceptionnel, je vais tout quitter pour lui, il est fabuleux, ses défauts sont tellement mignons. Voilà. Et puis 6 mois plus tard, Qu'est-ce que j'ai foutu? là c'est beaucoup moins mignon là. Et puis non mais ça va pas le faire. Et en fait le soufflet qui redescend. Hmm. Hmm. Et pour moi c'est la même chose avec justement avec, voilà, je peux terminer avec mon exemple sur le lieu de vie, c'est que j'ai eu un coup de cœur, mais je me dis attention au coup de foudre, parce que ça peut retomber comme un soufflet. Donc, comme j'ai conscience de ça, j'ai attendu pour voir si les semaines et les mois qui ont suivi, est-ce que j'ai toujours cette même impression de waouh? Et je l'ai moins. Par contre, ça m'appelle toujours, mais il n'y a plus le ouh, c'est là! Parce qu'il y a, voilà, il y a après un peu plus de distance aussi, un Hmm. peu plus de recul. Je mets voilà, un peu plus de recul sur, OK, est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Est-ce que c'est... Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai quand même un côté quand même rationnel. Et donc, moi, il y a des personnes pour qui ça marche, mais c'est pas parce que j'ai le coup de foudre que je me dis, OK, c'est là, je plaque tout et je réfléchis pas. Non, j'ai besoin de prendre du recul, de laisser poser. Et quand je laisse poser, est-ce qu'il y a toujours de la joie? Est-ce qu'il y a toujours... J'attends justement que l'excitation passe. Et derrière l'excitation, est-ce qu'il y a toujours cette joie sereine? Et c'est pour ça que je veux retourner dans cet endroit-là pour voir quand j'y retourne, comment je me sens une fois que l'excitation est retombée, parce que ça y est, elle est retombée. Donc c'est la même chose avec un projet, avec la voix du mental et la voix du cœur. C'est le côté, méfiez-vous de l'excitation. Hmm. C'est très bien, savourez-la, comme une rencontre amoureuse, le mec, l'homme de votre vie, parfait, etc. OK. Attends 6 mois. Voilà. Et là, c'est comment? C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Pareil, hyper riche parce que cette notion ouais, d'excitation, euh, c'est souvent l'écueil qu'on peut faire. Tu vois, j'ai écouté, en tout cas dans ce cheminement autour de la connaissance de soi, du développement personnel, etc. À un moment donné, tu sais, on dit, on s'écoute, on fait plus attention, etc. Et on peut prendre, comme tu l'as si bien dit, cette excitation comme c'est là, c'est le phare, c'est cette voix qui m'appelle. Et on se rend compte quelquefois, pour avoir choisi tel chemin et pas un autre, que j'aurais peut-être dû, et revenir, comme tu le dis si bien, au discernement, j'aurais peut-être dû peut-être poser un peu plus le cadre de cette excitation du moment pour me dire, OK, je suis excitée ce projet, cet endroit, ce lieu, cet homme, etc., cette femme. Est-ce que, est-ce que poser de manière concrète, en faisant, comme tu le disais si bien, le discernement, est-ce que c'est toujours le cas? Donc, moi, je trouve ça aussi pareil, très, très riche, cette notion de parce que, comme tu le dis si bien, il y a beaucoup de personnes qui peuvent tomber dans l'écueil de non, non, il ne faut plus que écouter l'intuition, notre cœur, le mental, c'est pas bien, etc., etc. Alors, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne non plus. On se rapproche, enfin, on est assez similaires dans notre mode de fonctionnement. Et cette notion de discernement chez toi, moi, je parle beaucoup de, bah, justement, mettre en balance le cœur et la raison, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre les deux, ce sweet pot entre les deux pour pouvoir avancer de manière totalement alignée et pas soit guidé par une intuition, une excitation,
soit guidés par un mental et des peurs qui vont finalement nous écarter du juste peut-être chemin. Donc, de nouveau, merci. Euh, Ce qui me vient aussi, pour revenir un peu au syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que, selon toi, dans ton cheminement personnel et professionnel, euh, le syndrome de l'imposteur s'est manifesté toujours de la même manière ou est-ce qu'il a pris différentes formes? Alors, bah, en tout cas, c'est toujours cette sensation de ne pas être légitime, Mm. de ne pas être assez. Parce qu'en fait, c'est ça, pour Ouais, moi. Le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se sentir assez. Donc, euh, donc j'allais dire, au fond, c'est toujours le même sentiment, en fait. C'est le sentiment de ne pas être assez. Après, il va prendre des formes différentes selon les situations. Mais au fond, c'est ce sentiment-là de ne pas être ouais, assez. tout à fait. Et du coup, de pas être assez, ça s'est manifesté chez toi de quelle manière? Bah, de ne pas oser y aller, de ne pas oser faire, de ne pas oser dire. Et donc, voilà, après, surtout dans le milieu professionnel, bah pareil, pour moi, c'est du discernement. Soit, en Mm. effet, ce sentiment de l'imposteur, il est légitime, et il est réel, parce que des fois, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de dépasser son syndrome de l'imposteur, mais il y a des fois, il est légitime, en fait, ce syndrome de l'imposteur. Et donc, ça ne veut pas dire y aller à... Ouais, pour moi, ça rejoint toujours le discernement. Et donc, il y a peut-être des domaines où, là, si... Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple si on me demande, voilà, est-ce que tu veux faire une masterclass sur avoir confiance en soi toujours et tout le temps, par Mm. exemple, bah non, là, je me sens pas légitime, non, parce que c'est pas ce que je ressens. Donc, bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais voilà. Donc, ça, du coup, pour moi, c'est un indicateur pour me dire, bah, voilà, par rapport à ce sujet-là, tu n'es pas la plus compétente et la plus alignée, parce que pour moi, ça rejoint l'alignement, pour parler de ça. Donc, je n'en parle pas. Et à l'inverse, il y a des fois où c'est OK, par rapport à ce domaine-là, par exemple, je vais reprendre moi mon domaine, la Mhm. danse. Mhm. Concrètement, on est en septembre 2022. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à transmettre, que ce soit les stages, même pas les stages, ça fait même pas 1 an. Ça fera 1 an en octobre. Donc, les stages en ce que j'appelle moi mon approche danse intérieure, ça fait même pas 1 an. Et les ateliers en ligne, ça fait 1 an et demi. Donc, je suis un bébé dans ce domaine-là. Et c'est, parce que oui, j'ai pas raconté comment je suis arrivée à la danse après, mais c'est tout récent en fait. Il y a eu un énorme switch, un énorme virage dans ma vie, donc il y a 2 ans maintenant, qui m'a remis justement sur le chemin de la danse et la danse libre et confiante. Mais avant ça, j'étais pas du tout dedans. Donc là, on pourrait dire, franchement, la nana, elle est gonflée. Parce que ça fait à peine 2 ans, même pas, que je pratique moi déjà pour moi et je le transmets déjà. Donc là, on pourrait dire syndrome de l'imposteur, plus, ou même pas syndrome, imposteuse ou impostrice, je sais pas comment on dit, imposteureux, plus. Et pourtant, je peux pas l'expliquer, je me sens légitime. Mm. Parce qu'en fait, c'est tellement en moi. Ouais. En fait, j'avais cette graine-là en moi depuis toujours, sauf que j'avais pas conscience que j'avais cette graine-là. Le jour où quelqu'un, juste un peu déterré, en me disant, euh, il y a 2 ans justement, t'as vu que t'avais ça en toi? Non. Mais c'est-à-dire danser. Et, euh, et que du coup, ça m'a ouvert un univers et que en fait, là, c'était comme si mon âme attendait ça depuis toujours et enfin, quelqu'un a vu cette graine-là en moi. Du coup, la peine, j'ai mis de l'eau dessus, ça fait pouf, ça, voilà, enfin,
le lotus était prêt. Tu vois, la graine était prête à germer, en fait. Et donc, euh, et donc oui, je veux dire, sur le papier, rationnellement, on pourrait dire que je ne suis pas légitime et bien sûr que je l'ai ressenti à un moment, ce syndrome de l'imposteur. Et en même temps, voilà, ce que je disais, c'est que l'envie était tellement forte que, Ah. bah ouais, si, je me sens légitime, mais je me sens légitime. Et comment on se sent légitime? Comment on dépasse ce syndrome de l'imposteur? C'est en se plaçant dans un endroit où on est légitime. Et là, Hmm. ça me fait une belle jambe, Maïlan. Et donc, comment faire? Bah, en fait, moi, je me suis dit, mais en effet, je ne suis pas. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a 1 an et demi, si j'avais dit, OK, je suis danse thérapeute, bon, là, j'avoue, c'était pas hyper légitime parce que j'avais zéro expérience, voilà. Par contre, je me suis dit, OK, donc où est-ce que, à quel endroit je suis légitime dans l'accompagnement? Là, ça fait 12 ans que je suis coach, donc je pense que je suis légitime pour accompagner les gens. Après, là où je ne suis pas légitime, c'est de dire je suis prof de danse. Hmm. J'enseigne la danse, mais je n'enseigne pas la danse. J'accompagne les gens à travers le mouvement libre. Donc, ça veut dire ce n'est pas moi qui leur dit quoi faire, comment bouger leur corps. Donc, je ne suis pas prof de danse, mais je suis avant tout coach et j'utilise la musique, ma guidance, qui est totalement spontanée, pour accompagner les gens à se libérer, à mieux se connaître par le mouvement. Et donc là, je suis légitime. Donc, j'ai pas... c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai pas attendu mon diplôme pour être danse Hmm. thérapeute, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je fais déjà. Je suis déjà thérapeute de par ma posture de coach. Et je veux dire, mettre une musique et puis guider sur la musique, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme. Mais je me forme quand même parce que je le fais déjà cette formation déjà avant tout pour moi parce que j'aime apprendre et moi ça me fait grandir moi en tant que personne. Mais je fais pas cette formation pour le diplôme. Yes. Déjà donné l'autorisation de le faire. Et ouais, c'est vraiment cette notion que j'entends, c'est se dire, OK, je me donne cette autorisation et puis j'y vais. Et puis après, comme tu le disais, je me mets dans un endroit peut-être où je peux déjà me sentir légitime. Mais j'ai envie de rebondir justement sur comment tu es arrivé à la danse, parce que tu nous as quand même donné une petite graine là que j'ai envie d'aller creuser. C'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Alors, qui a arrosé le lotus et comment le lotus d'un seul coup a poussé aussi rapidement? Et ben j'étais en formation, en stage, alors un stage plus, on va dire, spirituel, donc rien à voir avec la choucroute, pour développer ses capacités subtiles, tout ça. Et puis on fait un exercice en sous-groupe à un moment où on doit appeler, pour faire simple, un de nos guides Mhm. au centre. Et on ne devait pas dire ce que nous, on avait vu. Et donc, un par un, on devait se concentrer, poser l'intention d'appeler c'est-à-dire cette entité ce- au centre du cercle et les autres membres du groupe devaient Mhm. décrire l'énergie qu'il y avait au centre du cercle. Donc vient mon tour, à un moment, donc je passe quasiment à la fin, je me concentre, j'appelle moi ce que j'avais vu. Et moi, j'avais vu plutôt une énergie masculine, yang, la guerrière, quoi. Enfin, le guerrier, là, pour le coup, c'était plus masculin. Quelque chose de gris, voilà, et de puissant. Et donc voilà, donc j'appelle. Et puis donc François Xavier, qui était l'assistant de François, il me regarde, il me dit non, mais là, Maïlan, tu ne nous montres pas ton vrai visage. Là, ce qu'il y a au centre, c'est pas toi. J'étais Bah c'est-à-dire, si. bah si, non, mais sincèrement, je l'ai appelé là, cette présence. Il me dit non, c'est pas toi. Il porte un masque. Demande-lui de montrer son vrai visage. Et non, mais hallucinant quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ferai un petit retour sur mon identité publique juste avant. Et là, je fais OK. Alors, je me concentre et je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, je me concentre et je dis, bon, bah, montre-nous ton vrai visage. Et là, tu as tout le monde qui décrit, ah ouais, non, c'est pas du tout pareil, hein. Alors, c'est une femme qui danse. Il y a des couleurs
ça tournoie dans tous les sens. Il y a des couleurs multicolores. Elle a comment on appelle ça, une couronne sur la tête avec des diamants. Enfin, voilà, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, il me regarde, il me fait, tu danses? C'est ton métier, la danse? Et j'étais, pas du tout. Je suis coach de vie. Je me suis dit, il a dû se tromper, c'est celle d'à côté, quoi. Et il insiste, il me dit, mais tu as quelque chose avec la danse. Quand tu danses, tu actives ton pouvoir créateur que tu n'actives pas autrement. Il faut que tu redanses. Et là, au moment où il me dit ça, justement, le mental, mais ne comprend rien. Par contre, le cœur, ça fait pouf. Et Ouais. là, je j'éclate en sanglots parce que je me sens vue, en fait. Et voilà, c'est pas rationnel, mais je sens que c'est ça. Hmm. Je ne sais pas du tout la forme que ça prend. Je ne sais pas s'il me dit qu'il faut que je reprenne la salsa ou pas. Parce que je connaissais tellement pas l'univers de la danse libre. Je me dis, mais c'est-à-dire, il faut que je reprenne la salsa à la bachata, que je C'est prenne ça des que cours je de dois qui? faire, en fait. Prof de salsa, c'est, je sais pas. Et puis, il me dit, bah, je te donne l'info, voilà. Et je sens, voilà, que c'est ça. Et donc, je commence à rechercher des cours sur Marseille. Je trouve pas, je tape danse contemporaine. Je me dis, non, c'est pas ça. Et puis, je retourne donc à ce stage, parce que c'est sur un an la formation, donc un mois plus tard. Et là, je fais la queue pour manger au déjeuner. Et il y avait une étagère posée avant le réfectoire, avec un livre posé dessus. Et c'était La danse de l'être de Fabienne Courmont. Et là, vraiment, je comprends. C'est pour toi. Et là, je feuillette le livre et j'ai la révélation. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Il faut absolument que je me forme à ça, etc. Et c'est à ce moment-là que je rentre dans Hmm. l'univers de la danse libre et de la danse consciente. Et donc, c'est avec Fabienne Courmont aujourd'hui que je me forme à la danse de l'être. Euh, voilà, donc ça m'a ouvert un univers. Après, aujourd'hui, voilà, je me forme à cette approche-là, mais aujourd'hui, ce que je transmets, c'est à ma sauce en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est un mélange de toutes les approches, moi, qui m'ont aidé aujourd'hui, à la fois le coaching, les thérapies, oui, la danse de l'être, mais aussi d'autres types de danse. Et donc, je me nourris de tout ça. Mais voilà comment je me suis retrouvée, projetée dans cet univers-là que je ne connaissais absolument pas, l'univers de la danse libre. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ce monde-là, de cet univers-là avant? Bah parce que j'étais pas prête, parce que c'était pas le Hmm. moment, il fallait que je traverse tout ça avant. Et donc, voilà, à partir du moment où j'ai mis le petit doigt, ça fait bouf, je suis rentrée dedans. Et du coup, les portes s'ouvrent. Enfin, Ouais, ça me dépasse. Ça me ouais, c'est dépasse. magique, quoi. Ouais. Puis pour la petite anecdote par rapport au tu ne Hmm. montres pas ton vrai visage, c'est quand même super drôle parce que pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment sur les réseaux, j'étais connue sous le nom des guerriers pacifiques. Voilà, donc je m'étais beaucoup identifiée à la guerrière et c'est pour ça que moi, du coup, je m'identifiais plutôt à l'énergie masculine, le yang, voilà. Et en fait, ben, je me suis aperçue, et ça a été mon propre chemin aussi à travers la danse, de me reconnecter à ma douceur féminine, à mon énergie féminine que j'avais bien mise sous le tapis. Et du coup, à un moment, c'était plus possible de m'identifier à la guerrière et qu'il fallait justement que je lâche les armes, que je lâche la guerrière. Et l'année dernière, donc ça, il y a un an, donc c'est tout récent, même pas, je crois, où j'ai franchi un grand, grand pas au niveau de mon identité, en fait, et que je me révèle, je veux dire, encore plus proche de qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, c'est juste Mylan Ripoche, tout simplement. Et j'arrête de me cacher derrière la guerrière. Et ça, c'est grâce à la danse, en fait. Tu vois, de la chair de poule, cette histoire que tu viens de nous partager, et puis surtout ce que tu viens de dire là, ouais, cette révélation, comme tu disais, de ton identité, ou en tout cas de ce qui se rapproche le plus à qui tu es. Ouais, merci de ce partage, merci de ce cadeau, parce que c'est un beau partage. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc du coup, tu accompagnes les personnes dans cette danse intuitive à se reconnecter à qui ils et elles sont. Euh, je vois on approche de la fin de la masterclass. Euh, Comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu as à nous partager autour de ça? Comment, peut-être durant tes stages, on peut danser avec son syndrome? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Sur ce que je propose, c'est ça, enfin, sur ma manière de travailler. Mhm. Justement, en fait, c'était aussi mon propre chemin, c'est que j'allais parler au passé, mais je peux parler au présent. Je suis quelqu'un de mental. Ouais. Et je suis en train de lâcher ça, en fait, tout doucement, couche par couche. Et donc, déjà, je m'adresse aux personnes, de toute façon, on attire qui on est, hein, quand même. Et donc, j'accompagne surtout les personnes qui, comme moi, ont tendance à avoir une spiritualité mentale. C'est-à-dire des gens qui ont fait beaucoup de travail sur eux, qui ont compris beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de thérapie, de stages, de lecture, etc. Et pourtant, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement incarné dans leur compréhension. Ils n'ont pas totalement réalisé tout ce qu'ils savent, donc réalisé par l'expérience et dans la chair. Et moi, c'était ce que m'a révélé la danse intuitive, c'est que je me suis aperçue que ma spiritualité était très mentale. J'ai compris beaucoup de choses et je comprends beaucoup de choses sur moi, sur mon parcours, sur mes traumas, mes blessures, mes limites. Mais que quand j'ai commencé à bouger mon corps, oups, que le corps ne ment pas et il m'a mis en pleine face mes résistances, mes limites, mes blocages, ma rigidité, mon besoin de contrôle. Et là, oups, oups, oups. Et du coup, pour moi, c'est une voie qui est tellement plus directe que, en tout cas, voilà, je parle pour moi, hein, par rapport à mon Mhm. parcours et par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est direct. Le corps, il ment pas, tu le mets en mouvement, tu sais direct où tu en es. Et donc tu sais si tu lâches prise, où tu en es par rapport à toi, aux autres. Et moi, en fait, pour moi, justement, il n'y a plus besoin de poser des mots, il n'y a plus besoin d'analyser. Et le but, en fait, de ce que je propose, c'est de mettre en mouvement l'énergie bloquée Mhm. qu'il y a dans le corps, qui se traduit souvent par des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, notamment la colère, la tristesse, la honte, la jalousie, les peurs, voilà. Et c'est tout ça en fait qu'on va mettre en mouvement parce que toutes ces émotions dites négatives en fait se cristallisent dans le corps et en fait avec la danse, en conscience, justement, c'est tout ça qu'on va mettre en mouvement. Et donc je vais guider de manière ciblée. Et quand je dis guider, c'est que voilà, encore une fois, c'est pas un 2 3 5 6 7 mais c'est on va poser une intention claire. Tu vas te connecter à cette énergie-là, par exemple à cette colère, peut-être que tu ne ressens pas aujourd'hui, que tu t'autorises pas à ressentir, à exprimer, parce que, bah non, mais moi je me mets jamais en colère. Moi Quelqu'un de j'accueille de très manière zen. inconditionnelle les autres. Je suis dans l'amour et la bienveillance à chaque instant. Oui, et ben on va quand même essayer. Voilà, on va quand même. Et puis, et c'est là que il y a des cris qui peuvent sortir. En tout cas, voilà, je vais vraiment aider aussi les gens à. Voilà, ma formule, c'est à être complet plutôt que parfait. Mhm. Parce que j'ai aussi dans le syndrome qui est pour moi lié aussi au syndrome de l'imposteur, j'ai aussi le syndrome de la première de la classe, qui fait tout comme il faut. Voilà. Et la petite fille parfaite. Et en fait, c'est comme c'est mon propre chemin, c'est ça que je transmets le mieux aussi. C'est voilà, lâcher la perfection pour aller vers la complétude de l'être. Et donc, c'est arrêter de se voiler la face en disant non, mais moi, je ne suis jamais en colère, ouais, mon cul. En fait, c'est juste que tu n'oses pas l'exprimer. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui te sortent par les trous de nez, qui t'énervent, qui t'agacent. Tu n'en as pas conscience, mais il y en a. Et donc, ou alors, tu es mon maître. C'est possible. Et donc du coup, voilà, c'est tout ça qu'on va aller rencontrer, toutes ces émotions qu'on va aller rencontrer, qu'on va mettre en mouvement, qu'on va danser. Et puis, de mon expérience, c'est qu'une fois qu'une émotion est libérée, elle est libérée. Par contre, il y a des couches. Donc, du coup, c'est comme un oignon. Donc, il y a sous une couche, il y en a une autre. Mais par contre, la couche qui a été libérée, elle est libérée. Et pour moi, il n'y a pas besoin de blablater, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que maman t'a dit à l'âge de 2 ans. On s'en fout. Tu le danses, c'est engrammé dans le corps. Le fait de mettre en mouvement cette énergie-là, de la libérer, même si tu ne sais pas ce que tu as libéré, tu as libéré. C'est tout. Après, pour certaines choses, des fois, c'est bien aussi de mettre de la conscience sur ce qui a été libéré. Mais en tout cas, et souvent, quand ça doit être mis en conscience, ça le fait tout seul, en fait. Il n'y a pas Mhm. besoin d'aller chercher. Et, euh, et voilà.
Et je trouve ça tellement puissant, tellement efficace et rapide en plus. Enfin, Excellent. j'ai pas trouvé de voie de plus directe et plus belle que ça en fait. Excellent. Donc là, aujourd'hui, je sais que tu organises bientôt un stage Il est de complet. danse. Plutôt, ah, il est complet déjà. Il est complet. C'est quand le Euh, prochain? le prochain, il est en mars. Ok, ok. Et on peut déjà s'inscrire si jamais il y a des personnes qui veulent s'inscrire dès maintenant? Je vais ouvrir juste que je change deux, trois trucs parce que comme je ne sais pas de faire deux fois la même chose, j'ai envie de proposer un autre thème qui sera la douce puissance. Hmm. Et donc, je pense dans les semaines, voire les jours à venir, me connaissant, connaissant mon impatience, je vais ouvrir prochainement et j'informerai notamment sur ma newsletter. Ok. Tu organises combien de stages de danse libre comme ça dans l'année? Si jamais on veut te rejoindre, est-ce qu'on peut te rejoindre plusieurs fois? Comment ça se passe? Oui, pour l'instant, je suis à peu près 3-4 par an, Ok, ok. Et exclusivement en France, en Europe? France. France, ok, ok. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens, moi, Oui. sur comment te retrouver. Tu me donneras aussi comment s'inscrire sur ta newsletter en dessous de la masterclass. Oui, par contre, si vous voulez danser avec moi, je fais des ateliers en ligne. Et Ah, là, par contre, les prochains, c'est en octobre. Ça commence début octobre, c'est sur 2 mois. Donc, il y aura un atelier découverte pile dans un mois, donc le 6 octobre. Donc, jeudi 6 octobre, un atelier découverte. Et mhm. après, il y a mon cycle en ligne. Donc, c'est 8 ateliers, enfin 10, parce qu'il y a 2 intervenants surprises. Enfin, non, qui ne sont pas surprises d'ailleurs. Donc 10 ateliers de 2 heures en direct où on pratique la danse, la méditation, l'automassage, Ok, ouais, pour pouvoir libérer, connecter à son être profond parce que c'est ça le but en fait de mes ateliers. Et, euh, et donc c'est de octobre à tout début décembre, ok. 10 séances. 10 séances, donc à peu près une par semaine. Ouais, Au une niveau, par semaine. au niveau horaire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se connecter d'un peu partout dans le monde, ce serait plutôt quel horaire? 18h30 à 20h30 heure française, Ok. Avec des replays, j'imagine, pour ceux avec des qui... replays pendant un an. Ok, ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter autour de ce thème du syndrome de l'imposteur, de danser avec son imposteur? Juste, voilà, juste en tout cas ce que j'ai déjà dit, mais n'attendez pas de ne plus avoir peur pour agir, mais agissez malgré la peur. Et connectez-vous à cette euh, envie profonde, connectez-vous vraiment à ce qui vous fait profondément vibrer. Hmm. Et la peur ne sera juste qu'un petit obstacle à franchir, mais en tout cas, ne laissez pas la peur prendre toute la place. Et puis, si vous connaissez l'histoire des deux loups, Vas-y, partage-la nous. donc, c'est l'histoire d'un, d'un grand-père Cherokee qui était autour du feu avec ses petits-enfants. Et puis, il leur dit, vous savez, à l'intérieur de moi, il y a deux loups qui se battent en permanence. Le loup noir qui est aigri, méchant, amer, jaloux, plein de doutes, il manque de confiance en lui. Et puis, il y a aussi le loup blanc, lui, plein d'amour, de confiance, de douceur, de bienveillance. Et, euh, et il y a cette lutte permanente entre ces deux loups chaque jour dans mon cœur. Et puis, un des petits-enfants lui dit, mais du coup, papy, à la fin, qui c'est qui gagne? Et il répond, celui que tu vas nourrir. Hmm. Donc, c'est quel loup vous allez choisir de nourrir? Le loup de la peur ou de la joie? Excellent. Je ne la connaissais pas. Merci du partage. Et elle est tout aussi juste que tout ce que tu nous as partagé, en effet. Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on décide de nourrir? Merci beaucoup, Maïlan. Merci à toi Merci. pour ce temps. Euh, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement sous la masterclass
Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez contacter Mylan directement ou sinon même sous le post de ce replay. Et puis, je transmettrai les questions et puis Mylan vous répondra aux besoins. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mylan. Merci pour ton temps. Merci Merci pour ceux qui Corinne. sont là, qui vont regarder en replay. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Merci à tous. Bye.